suivez les programmes de Média, bienvenue dans ce nouveau numéro de Talk Afrique. Chaque semaine, 4000 filles et jeunes femmes contractent le VIH et près d'un quart des 39 millions de personnes vivant avec le virus n'ont pas accès à un traitement vital, selon un rapport de l'ONU. Pour lutter efficacement contre le sida, l'implication des communautés est indispensable. D'ailleurs, le thème de cette année est confier le leadership aux communautés. En Afrique, notamment au Sénégal, plusieurs acteurs se mobilisent tant bien que mal pour combattre contre ce fléau. Comment confier justement ce leadership aux communautés? On en parle dans cette émission. Nous recevons sur ce plateau Dr Karim Diop, secrétaire général du Centre de recherche et de formation aux pathologies infectieuses. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'en profite pour saluer tous les téléspectateurs. Je leur dis bonsoir. Très bien. En face de vous, nous avons M. Ousseynou Badio. Vous êtes chargé de projet de l'Alliance nationale des communautés pour la santé. Merci également à vous. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Très bien. Alors, le thème de cette année, confier le leadership aux communautés. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie justement, docteur Karim Diop? Alors, c'est un thème qui est très important puisque ce n'est pas un thème qui est classique et qui consiste effectivement à sortir un peu du paradigme que nous avons. À savoir, lorsqu'on a une maladie, généralement, on pense que le dépositaire du traitement, de la solution, c'est le personnel médical. Et le VIH-Sida est une formidable leçon de vie qui nous montre qu'il faut non seulement avoir une approche qui est globale, donc une approche holistique, mais également impliquer tous les acteurs concernés. Et on s'est rendu compte, et le Covid d'ailleurs aussi est un exemple, montre que la communauté a un rôle important à jouer. Et la communauté, on doit lui confier non seulement un rôle, mais qu'on doit lui confier également le leadership, c'est-à-dire qu'elle soit au devant dans les décisions, dans la préparation, dans la conception. C'est un peu le sens de cette thématique. D'accord. Alors, on a bien compris ce sens-là. Et quand on parle de ce thème, on voit nettement qu'on parle de l'implication des communautés. Est-ce seulement les personnes vivant avec le VIH? Ou bien, de façon générale, ça concerne également les organisations? Tout le monde. Toutes les organisations, toutes les formes d'expression. La communauté des journalistes, la communauté des personnes malades, la communauté des personnes affectées, tout le monde. Alors je crois que, comme a bien dit le docteur Diop, l'idée ici c'est d'accepter que les communautés par elles-mêmes se prennent en charge. J'ai dit tout à l'heure que l'humanité a fini par accepter que tout ce qu'on fait pour quelqu'un, si on le fait sans lui, on le fait contre lui. Alors à partir de ce moment, que les communautés s'organisent pour participer aux côtés des États, aux côtés des prestataires de services, et en soi quelque chose de salutaire. Donc c'est comme ça qu'il faudra comprendre que nous avons ici l'effort d'acceptation d'une implication des communautés, mais également l'effort d'implication des communautés dans leur propre prise en charge. Et face à ce fléau, il y a plusieurs campagnes qui sont menées en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ces campagnes contribuent réellement à élargir l'accès aux médicaments génériques et à la réduction significative et durable du coût de traitement? Alors, je me tourne vers vous, je crois que vous êtes mieux placé pour en parler. Alors, effectivement, vous savez qu'en Afrique, l'Afrique se caractérise par le fait que les 2/3 des malades se trouvent en Afrique. Et on a l'habitude de dire généralement, et c'était au début, les traitements sont au nord et les patients sont au sud. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui sont succédés dans le temps. Je me rappelle en 2005, on parlait de 3 by 5, c'est-à-dire 3 millions de traitements pour atteindre l'objectif de 2005. Et notamment dans les 22 pays les plus touchés, notamment en Afrique australe, il y a eu beaucoup d'efforts pour améliorer l'accès au traitement. Et aujourd'hui, vous voyez que pour la plupart des malades, l'histoire naturelle de la maladie a changé. Ce n'est plus les images où on voyait les gens décéder, mourir, amaigris. Avec le traitement antirétroviral, il y a une évolution dans le cadre de la vie. Les patients arrivent à aller travailler, ils mangent correctement, ils arrivent à avoir des épouses ou des époux, ils ont des enfants qui sont indemnes du VIH-Sida. Et l'impact est considérable dans les pays d'Afrique australe où la prévalence a nettement également diminué.
D'accord. Et vous, vous êtes chargé de projet à l'ANCS. Dites-nous comment ça se passe à votre niveau, comment vous arrivez à sensibiliser les communautés. L'une des missions de l'ANCS dans la lutte contre le VIH-Sida, c'est de faire de sorte que les communautés soient suffisamment autonomes. Donc, capacité renforcée pour aller dire et aller donner les soins partout où le prestataire ne peut être. C'est dire quoi? C'est des personnes qui sont suffisamment formées, qui vont jouer le rôle de relais pour arriver dans des localités où il va être difficile d'avoir des prestataires attitrés. Donc c'est un peu en tout cela le travail de l'ANCS, la mobilisation communautaire, l'engagement communautaire, mais également le rôle de relais des structures de soins auprès des communautés. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'accès effectif aux médicaments génériques au Sénégal? Le Sénégal, c'est plus à même d'en parler. Oui. Au Sénégal, nous pouvons aujourd'hui dire qu'il n'y a pas d'endroit où il peut y avoir une personne infectée au virus qui ne peut ou qui ne doit accéder aux soins. L'État du Sénégal a mis suffisamment de moyens pour la disponibilité et la gratuité des ARV et ceci est extrêmement important. Donc, l'État a fait ce qu'il avait à faire. Les structures de soins ont été mises en place un peu partout. Ce qui reste aujourd'hui, c'est l'effort communautaire pour un accès systématique aux médicaments. Donc le traitement, le maintien dans le traitement et la bonne santé pour tout le monde. Docteur Karim, pensez-vous que les communautés en première ligne reçoivent assez, on va dire suffisamment de soutien de la part des gouvernements africains? Il est évident que les communautés reçoivent un soutien, mais peut-être pas suffisamment. Et il est vrai également que des maladies comme le VIH ou le Covid ont montré que les communautés doivent également s'asseoir à la même place que les gens qui décident. Et c'est un effort qu'il faut faire, comme il a dit, mon collègue Ousseynou Badio, qui n'était pas évident au départ. Il y a eu des périodes où c'était quand même assez hostile en termes de communication, parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre. Mais il faut comprendre que la communauté, c'est nous. Même si on est médecin, ou on est journaliste, ou on est mécanicien, la communauté, c'est nous tous. Lorsque quelqu'un est malade, il peut contaminer l'autre, etc. Donc nous avons intérêt justement à changer de paradigme si nous voulons convaincre. Et parfois, un des éléments importants de communication et de sensibilisation, c'est justement utiliser les leaders communautaires. C'est les curés, c'est l'imam, c'est des personnes qui sont identifiées dans la communauté comme étant des porteurs de voix, qui sont capables d'expliquer pourquoi on doit faire ça ou ça ou ça. Donc il y a quand même des efforts qui sont faits, mais qui ne sont pas encore suffisants. Et si on arrive effectivement à avoir beaucoup plus de moyens, on pourra agir plus dans la prévention. Parce que, on l'a dit, il y a eu des efforts conséquents en termes d'accès aux ARV, ça c'est indéniable, mais prévenir vaut mieux que guérir. Et si on voit aujourd'hui l'évolution des infections, notamment chez les jeunes, on se rend compte qu'il y a encore des efforts à faire en termes de prévention. Et la prévention, ce n'est pas le médecin qui va faire la prévention. Le médecin, il est dans son bureau, il reçoit des malades. Mais on voudrait qu'il ne soit pas malade. Et pour qu'il ne soit pas malade, il faut absolument que la communauté puisse aller dans le sens de la prévention. C'est le rôle des journalistes, c'est le rôle des pères de famille, c'est le rôle des personnes dans les quartiers, c'est ceux qui jouent au Nawetan, ceux qui jouent dans le championnat populaire, qui peuvent sensibiliser dans les écoles, n'est-ce pas, pour que les gens justement ne soient pas infectés. Comment justement ça doit se passer? Est-ce qu'il faut attendre tout le temps le 1er décembre ou bien cette période-là pour sensibiliser? Ou bien peut-être au Sénégal, ça se passe autrement? Monsieur Badio. Non, ce qu'il faut dire, c'est que le tissu associatif sénégalais est très développé et très organisé. La lutte contre le VIH au Sénégal, si on en parle, c'est aujourd'hui plus de 500 organisations réparties sur le territoire national. Mais c'est également autour de 200 médiateurs qui tous les jours vont jouer le rôle de relais entre les structures de soins et les communautés. Alors, ce qu'il faut dire également, c'est que ces organisations ont été, en tout cas, bien renforcées pendant toutes ces années. Sont outillées du point de vue institutionnel, mais également du point de vue organisationnel. Les personnels ont été renforcés. Maintenant, on ne va pas dire qu'on a atteint le plafond.
Non, du tout. Est-ce que ça voudrait dire aussi quelque part que vous, on vous avait déjà confié le leadership? Bon, dans tous les cas, vous savez, le leadership, il n'est pas confié, généralement. Le leadership, il est assumé. Vous voyez un peu. Donc, très tôt, la communauté associative sénégalaise s'est mobilisée. Je crois que le Sénégal, quand même, il faut le dire, les résultats que nous avons, le taux d'infection que nous avons est en partie dû à l'effort communautaire qui a été déployé très tôt. Il a parlé des religieux, il a parlé des leaders communautaires qui très tôt sont engagés. Mais c'est parce qu'également l'institutionnel a laissé de la place et a convié tout le monde autour de la table. Et les efforts cumulés de tout le monde ont permis d'avoir ce qu'on a aujourd'hui, un pays où le taux d'infection est à 0,3%. Docteur Karim Diop, en tant que secrétaire général du CRCF, dites-nous, quel enseignement avez-vous tiré de vos recherches de 2020 à aujourd'hui? Alors, on a tiré beaucoup d'enseignements. Je pense que le Sénégal s'est toujours distingué par le fait de mettre la recherche en avant. Et donc de pouvoir prendre des décisions sur la base de preuves qui sont démontrées à travers les recherches qui sont effectuées. Et j'ai un exemple comme tant d'autres, c'est le fait qu'on ait pu démontrer qu'il existait au Sénégal une communauté qui utilisait des drogues injectables et que ces drogues injectables-là faisaient qu'on avait une prévalence élevée du VIH-Sida et qu'on avait également une prévalence élevée de l'hépatite C. Ces recherches ont été poursuivies aussi bien au niveau de Dakar, mais également au niveau de la région de Kaolack. Et on a vu également qu'à niveau de Kaolack, les recherches ont démontré que parmi les usagers de drogue, c'était essentiellement des usagers qui venaient de ce qu'on appelle les Jakarta-man, c'est-à-dire ceux qui conduisent les mobylettes. Donc c'est parfois les recherches nous permettent ensuite de pouvoir proposer des interventions appropriées et conformes aux résultats que nous avons pu trouver. D'accord. Et comment se passe la collaboration entre vous et le gouvernement sénégalais? Comme l'a dit Ousseynou, je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes parce que quand on collabore avec le gouvernement, on implique déjà dans le centre, il y a dans le conseil d'administration des représentants du ministère de la Santé et de l'Enseignement supérieur, mais également lorsqu'on mène des études, on met en place des comités de pilotage. Et dans ces comités de pilotage, on veille à ce que justement les représentants du gouvernement soient présents de manière à pouvoir s'approprier le projet, mais également aller également dans le sens de l'utilisation des résultats de la recherche. Je rappelle également que dans le cadre de la recherche, vous ne pouvez pas mener une recherche au Sénégal si le comité éthique n'a pas donné son aval, et le comité éthique est placé au sein du ministère de la Santé. Tout à l'heure, M. Badio, vous parlez des organisations, il y en a assez au Sénégal. Est-ce qu'on peut parler de l'innovation? Vous arrivez à innover? Si oui, qu'est-ce que vous faites concrètement? L'approche communautaire, son fondement, c'est l'innovation. Ce qu'il faut dire, c'est que les initiatives, elles sont diverses au Sénégal. D'abord, le modèle sénégalais est un modèle innovant, il faut le dire, parce que le financement a double voie. Dans beaucoup de pays, la lutte contre le VIH-Sida a d'abord été l'affaire, ou bien a été exclusivement l'affaire du gouvernement. Mais au Sénégal, nous avons eu très tôt des organisations qui ont pris de l'initiative. Et les initiatives, elles sont diverses. Nous avons vu ce que les artistes vont faire, ce que les religieux vont faire, ce que les d'autres formes, les Bayanogor par exemple, les relais communautaires. Les Bayan, c'est quoi exactement pour tout le monde ne connaît pas? Hein. Ah, les Bayan, ouais, j'allais dire, les Bayanogor, c'est des relais communautaires, mais spécifiquement, c'est des femmes. Parce que traditionnellement, la Bayan, c'est la sœur, c'est la tante paternelle. Donc elle sensibilise, c'est ça? Elle sensibilise, voilà. Elle fait partie des acteurs? Oui, elles sont aides dans la sensibilisation, mais également dans la prise en charge. Parce que 1000 difficultés que l'on ne peut pas partager avec quelqu'un, on peut la partager avec la Bayan, qui a été bien sensibilisée, qui a bien compris son rôle d'appui psychosocial à toutes les femmes, toutes les jeunes femmes qui vont avoir des difficultés. Donc c'est dire que les approches, elles sont différenciées, elles sont multiples et multiformes. Et voilà. Concernant votre organisation, on sait que le 1er décembre, c'est justement la journée internationale de la lutte contre le sida. Vous, quelles sont les actions que vous avez menées pour marquer cette journée? Pour cette année,
le focus a été mis sur les femmes enceintes. L'ANTS a développé dans la banlieue dakaroise une série d'activités qui ont visé les femmes enceintes pour le dépistage. Parce que parmi les 3 portes d'entrée du VIH/SIDA, nous avons la transmission de la mère à l'enfant. Et pour nous, le challenge était d'arriver à faire connaître au maximum de femmes et à leur offrir la possibilité de se faire dépister au VIH. Et c'est ça qu'on a fait le 1er décembre et qui a connu un succès quand même retentissant. D'accord. Docteur Diop, on parle de confier le leadership aux communautés. Qu'attendez-vous concrètement de ces communautés? De communautés, nous attendons justement l'amélioration de la santé des populations. Nous attendons qu'elles puissent s'approprier justement la réponse et ne pas attendre qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, au stade où nous sommes en termes de lutte contre le VIH/SIDA, il est temps que la communauté puisse prendre ses responsabilités pour pouvoir prévenir. Et de mon point de vue, aujourd'hui, on ne doit plus être dans l'action de traitement, on doit être dans l'action de prévention. Et ça, seule la communauté peut le faire, de par sa diversité et de par son ancrage, pour pouvoir justement aller dans le sens de limiter, n'est-ce pas, tout ce qui a attrait à la morbidité et la mortalité, c'est-à-dire qu'il y ait moins de malades. Et ça, c'est le rôle de la communauté, c'est ce que j'attends d'eux. Et quand on parle de stigmatisation, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que ça a quand même changé depuis que nous parlons de cette campagne ou bien de cette lutte contre le sida? Est-ce que ça change quand même? Il y a quand même des évolutions, ça il faut le dire. Il y a quand même une forte ouverture de la communauté globalement en prise. Des efforts également considérables ont été faits par les gouvernants, ça il faut le dire, mais il reste quand même des poches qui, quoi qu'on dise, continuent d'entraver l'accès aux soins à des personnes vulnérables. Effectivement, beaucoup d'efforts ont été faits, il y a eu beaucoup d'ouverture, mais il reste quand même des poches importantes qui entravent l'accès universel. Parce que vous savez, c'est peut-être péremptoire de le dire, mais lorsque les personnes, toutes les personnes capables de transmettre le virus ne se sentiront plus stigmatisées, prendront les responsabilités pour nous transmettre le virus et nous fermerons encore cette porte-là. Parce que lorsque la personne se cache parce qu'elle doit prendre ses soins et refuse d'y aller, c'est parce que quelque part elle craint quelque chose. Mais si elle est suffisamment mise à l'aise, ce qui est sûr, c'est qu'elle irait prendre ses soins parce que je pense qu'il est quand même difficile pour quelqu'un de savoir qu'il va infecter un proche. C'est quelque part aussi culturel. En Afrique, on a du mal à aller peut-être à l'hôpital, faire un test. Est-ce qu'il faudrait, je pense que vous partagez mon avis, sensibiliser davantage? Oui, disons qu'il y a plusieurs choses. Et je pense que, comme l'a dit mon collègue, au-delà de la stigmatisation, il y a aussi de l'autostigmatisation également qui est présente. Et ça dépend également de la personne. Il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle des groupes vulnérables qui ont une double stigmatisation, c'est-à-dire être porteur du VIH/SIDA, mais également avoir un certain statut lié au fait qu'on soit un usager de drogue ou bien une femme travailleuse du sexe, etc. Donc ça également, c'est une double stigmatisation qui traîne également. Maintenant, au-delà des efforts qui peuvent être proposés, je pense que c'est important que même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, le visage de VIH a beaucoup changé. Donc, si quelqu'un était amaigri, c'est sûr qu'il pense que lorsqu'il sort dans la rue, les gens vont tout simplement le regarder. Aujourd'hui, les gens circulent, vous ne pouvez même pas savoir qu'ils ont le VIH/SIDA. Donc, c'est quand même quelque chose qui est fondamental, qui montre de l'évolution, mais il reste encore beaucoup de poches. Mais je pense qu'il faut quand même lutter d'abord contre l'autonomisation, mais également lutter contre le regard des autres. Mais ça, vous savez, quand quelqu'un est malade en Afrique, de façon globalement, on va d'abord voir le guérisseur. Chose à ne pas faire. Oui, mais je veux dire que... Et c'est pour ça que dans une de nos stratégies, nous avons impliqué aussi des guérisseurs traditionnels qui, dans leur message, effectivement, nous disent « Oui, nous ne savons pas soigner le VIH/SIDA, mais nous sommes capables de traiter certaines infections opportunistes. » Donc on a pu quand même convaincre certains. Mais quand quelqu'un est malade, qu'il est traité, qu'il ne voit pas encore la guérison complète, il ne peut pas s'empêcher d'aller voir le guérisseur. Et parfois, malheureusement, c'est une double médication et ça entraîne des difficultés. Et quand vous parlez des guérisseurs, ça peut être dans les villages aussi, ou bien ça se limite ici? C'est dans les villages, mais c'est également, il y a un ancien président, je tairai son nom,
d'un pays limitrophe qui disait qu'il pouvait soigner le VIH. Mais on a vu des migrations venant des pays de la sous-région qui allaient vers lui. Et nous avons eu beaucoup de perdus de vue dans nos cohortes, dans toutes les zones, que ce soit Sokone, du côté de Fatick, du côté de la Casamance, parce que, effectivement, cette personne proposait des traitements, dit-on. D'accord. Alors, quels sont les défis actuels entravant l'autonomisation des communautés dans la gestion du VIH-Sida et comment pouvons-nous les surmonter? Alors, le Sénégal s'est inscrit dans la stratégie des 3,95. Il faudra arriver à ce que toutes les personnes infectées soient dépistées, connues et qui soient sous traitement. À partir de ce moment-là, nous parvenons à prendre en charge de façon correcte la question des nouvelles infections. Ce défi d'atteindre les 3,95 est important parce que ce qui est sûr, c'est que si on l'atteint, il n'y aura plus de nouvelles infections, en tout cas en quantité. Mais il y a la sensibilisation chez les jeunes, chez les enfants, chez également les femmes enceintes. Il y a l'autre défi qui est le défi de la promotion des droits humains, ne serait-ce que le droit à la santé, qui aujourd'hui sont des défis qui, lorsqu'elles sont surmontées, nous permettront véritablement, en tout cas, de lutter efficacement au VIH-Sida. En dernier, peut-être, je vais citer le défi de la stigmatisation et de la discrimination. Je pense que des efforts importants sont faits et j'en veux pour preuve ce que nous sommes en train de faire là, dans cette émission-là. Il faudra communiquer, encore communiquer, comme a dit le docteur, arriver à ce que la stigmatisation, la discrimination recule, mais également l'autostigmatisation également recule. Et cela, c'est un travail personnel qui se fait sur chaque personne. Et dans ça, nous vous interpellons, vous autres journalistes et vos collègues, pour mieux communiquer. Voilà. Justement, docteur, la même question, je vous poserai la même question. Quand je lui ai posé la question, il a répondu tout de suite, mais en tout cas, on a senti qu'il parlait du Sénégal. Alors moi, j'aimerais bien que vous parliez de l'Afrique. Est-ce que vous allez dans le même sens que lui? Comment surmonter cela aussi pour faire face justement à tous ces défis-là? Alors, l'Afrique subsaharienne partage quand même beaucoup de défis communs. Et le premier défi que je verrai, moi, c'est le défi du financement. Le défi du financement, parce qu'en réalité, vous savez, on est passé en termes d'enjeux internationaux. Avant, on parlait dans les OMD, on avait un objectif qui était spécifique au VIH-Sida et aux pathologies infectieuses. Aujourd'hui, dans les ODD, vous avez un seul objectif pour la santé. Donc, l'agenda international ne s'intéresse plus forcément au VIH-Sida. Vous avez vu comment on a mobilisé des ressources pour le Covid. Donc, aujourd'hui, on vous parlera plus de changement climatique, on parlera plus de réchauffement climatique, on parlera plus de maladies non transmissibles, n'est-ce pas? Comme le diabète, l'hypertension, c'est vrai que c'est des vrais problèmes de santé publique, mais il y aura moins de ressources, et il y a moins de ressources pour le VIH-Sida. Donc c'est un premier défi qui est important. Le deuxième défi, c'est le défi, comme pour moi, de la prévention. Parce qu'on a mis le focus sur le traitement, ça a beaucoup évolué, certes, mais il n'y a pas eu beaucoup de moyens sur la prévention. Et lorsque vous interrogez les jeunes, il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent sur le VIH-Sida. Ils ne maîtrisent même pas les modes de transmission. Et malheureusement, si nous ne prenons garde, malheureusement, on aura une augmentation, on va perdre des acquis. Donc ce défi de la prévention, pour moi, il est fondamental. Alors, l'environnement dans lequel nous évoluons, nos sociétés, et là également, c'est des choses que nous avons en commun, de façon générale. Nos sociétés, aujourd'hui, l'opinion publique internationale rejette, n'est-ce pas, le traitement de certains groupes, comme on appelle communément les hommes qui ont des rapports avec les hommes. Or, il y a des défis scientifiques, hein, puisque vous-même, vous avez dit tout à l'heure que vous arrivez à organiser des conférences, pas vous forcément, mais je parlais de votre centre. Oui. Sur le plan scientifique, l'Afrique gagnerait à renforcer sa collaboration. Parce que souvent, on travaille chacun de son côté, alors que, puisque je vous ai dit que nous avons des problématiques communes, je donne un exemple très simple, VIH2, c'est commun à l'Afrique de l'Ouest. Vous avez des sous-types de VIH qu'on retrouve qu'en Afrique. Il y en a au Cameroun, au Congo, etc. Donc, ces pathologies que nous avons de façon commune, et nos frontières également que nous partageons, font que, par exemple, je prends un exemple très simple, aujourd'hui, la santé ne peut être vue que sous un angle transfrontalier. Un malade qui vit à Ziguinchor, il va de l'autre côté en Guinée-Bissau, parce que son mari est là-bas, ou en Gambie.
les populations n'ont que faire des frontières qu'ils considèrent comme artificielles. Donc les communautés doivent prendre en main justement ce combat. Ça nous concerne tous, comme vous l'avez bien dit sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. À l'instant, Dr Karim Diop, vous êtes secrétaire général du Centre de recherche et de formation aux pathologies infectieuses. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'émission et pour l'opportunité. En face de vous, Monsieur Ousseynou Badio, vous êtes chargé de projet de l'Alliance nationale des communautés pour la santé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous. Merci à tous les téléspectateurs. C'est la fin de cette émission, vous l'avez bien compris. On se retrouve très bientôt sur Média et surtout, prenez soin de vous.